Que la paix soit sur vous. Je profite de cette conférence de presse qui s'inscrit dans une temporalité historique pour saluer la presse malienne, pour saluer nos nombreux frères et sœurs maliens que nous voyons à chaque instant dans la rue et qui nous saluent allègrement pour le combat que nous menons. J'adresse une parole profonde de salutation pour le mouvement avec lequel notre ONG Urgence panafricaniste organise l'événement, en l'occurrence le mouvement Yereolo, debout sur les remparts, un mouvement de résistance d'une dignité extrême, un mouvement souverainiste, un mouvement anticolonialiste mené par une nouvelle génération de militants et de leaders africains qu'il est nécessaire de saluer avec force, conviction, passion et fraternité. Je profite de cette conférence de presse aussi pour tracer le contexte de notre venue. En effet, la mobilisation qui aura lieu donc demain, ce 22 septembre, s'inscrit dans une dynamique où, à la fois, jamais autant les autorités africaines, à travers l'Union africaine, à travers la CEDEAO, n'ont trahi à ce point les aspirations du peuple. Dans le même temps, jamais les autorités françaises, et je dissocie toujours les autorités françaises du prolétariat français, puisque le prolétariat français souffre, les gilets jaunes sont nos camarades, le peuple français qui n'a rien, ce sont nos camarades en tant que tels, comme le disait Sankara, entre le prolétariat français et le prolétariat africain, notre problématique, ça reste l'élite, quelle que soit sa couleur de peau. Et donc ce n'est pas une question de couleur, mais c'est une question de douleur et de catégorie sociale. Nous constatons aussi donc que la France est en train de perdre pied, et nous n'allons pas être tristes de cette réalité. Et évidemment, cette mobilisation s'inscrit aussi dans le cadre de l'anniversaire, 61e anniversaire de l'indépendance, de la prise d'indépendance du Mali. Si nous venons, comme nous l'avons énoncé, co-organiser avec le mouvement Yereolo cette mobilisation, c'est parce qu'il est temps aujourd'hui de s'interroger sur les mots MAUX intérieurs qui rongent nos pays. Pendant des années, nous nous sommes plaints, et nous continuerons à le faire, de l'impérialisme français, du néocolonialisme français, du néocolonialisme occidental et du néocolonialisme polymorphe. Mais il y a quelque chose dont nous ne parlions pas suffisamment, c'est la démission, le délitement de nos dirigeants qui étaient censés donner une protection vis-à-vis des intérêts de leur population. On dit toujours que si on veut être considéré comme un bijou par le monde, et non pas comme des déchets, il faut qu'on soit capable de faire en sorte que nos maisons soient gérées comme des bijouteries. Mais quand on a des dirigeants africains qui passent leur temps à trahir les aspirations de la population, les aspirations de la jeunesse africaine, à trahir les questions fondamentales de souveraineté, on ne peut pas s'étonner que le reste de l'humanité ne puisse pas nous respecter. Et donc, plutôt que d'être dans une démarche de victimisation constante vis-à-vis de l'extérieur, parce que comme le disait Malcolm X, montrez-moi le capitalisme, je vous montrerai le vautour. Personne ne sera surpris que la France agit comme un vautour. Sans l'Afrique, la France serait peut-être au niveau de la Roumanie. Et ce n'est pas une provocation, mais une seule constatation. C'est pour cette simple et unique raison d'ailleurs que la France fait tout ce qui en sont possible pour garder ce qu'elle appelle son précaré, entre guillemets français, sur le continent africain, en l'occurrence l'Afrique dite francophone. C'est de bonne guerre. Ce sont nos adversaires. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est à nous aussi de faire ce que nous avons à faire. Et pour faire ce que nous avons à faire, nous avons besoin de dirigeants qui agissent en fonction des aspirations de leur population. Et si nous sommes ici au Mali, c'est pour être dans cette démarche d'agir tels des soutiens lucides, équilibrés, non aveuglés, mais constants de ceux qui font tout pour sortir de l'escarcelle française. Et c'est aujourd'hui le cas du président Assimi Goïta, qui fait un travail à son rythme, mais un travail politiquement parlant scientifique, pour que petit à petit, le Mali, cette partie centrale, géostratégiquement parlant de l'Afrique, puisse sortir de l'emprise française. Parce que depuis des années, l'armée française dit qu'elle est venue pour aider le Mali, mais le Mali, la situation sociale n'a fait que s'empirer dans ce pays, et personne de lucide ne pourra le nier. À côté de ça, évidemment, il est important aussi que nous parlions de la nouvelle alliance
qui est en train de pointer son nez à l'horizon, l'alliance entre le régime malien et le groupe paramilitaire russe du nom de Wagner. Je vais être très clair sur ça. Tout le monde connaît mon souverainisme maladif, mon refus de tout assujettissement. Je dis que le combat pour arriver à l'autodétermination se situe en 3 phases. On va attendre que cela cesse. C'est bon? Le combat politique se situe en 3 phases pour être dans ce processus d'autodétermination. Nous sommes aujourd'hui dans un marécage, attrapés par un crocodile qui se nomme l'oligarchie française. Pour sortir de cette oligarchie, nous allons prendre la main de ceux qui nous l'attendent pour nous sortir de ce marécage. La main se trouve être pour l'instant la main russe. Et donc c'est une étape fondamentale. On ne peut pas se tirer du piège d'un ennemi puissant comme l'élite française, je dis bien l'élite et non pas le prolétariat, si on n'a pas la possibilité d'avoir un contrepoids tout aussi puissant qui nous aide à en sortir. Mais, nous le disons avec grande lucidité, l'objectif ultime du combat que nous menons, ce n'est pas de passer de France-Afrique à Russie-Afrique, mais de passer de France-Afrique à Afrique-Afrique. Et donc Russie-Afrique est une étape nécessaire, je le pense fondamentalement, Russie-Afrique comme peut-être d'autres pays aussi, qui pourront, j'ai envie de dire, nous prêter main forte, mais ne soyons pas bêtes, tout le monde vient en Afrique pour des intérêts bien précis, et il est temps donc par conséquent que nous défendions aussi nos intérêts. Chose qui n'a pas suffisamment été faite par les anciens dirigeants, notamment ici au Mali, Beka, qui était plus un préfet français qu'un dirigeant du Mali. J'irai plus loin en vous disant que il est temps aujourd'hui que nous regardions en priorité ce que la population africaine, les populations africaines ont à gagner de chaque partenariat. Et c'est dans cette démarche-là que nous pourrons être dans un cadre de progressivement nous autodéterminer. La France a échoué. C'est comme dans une histoire amoureuse, vous laissez 4, 5, 6, 7 chances, 8 chances, 10 chances à votre compagne ou votre compagnon, mais si votre compagnon ou votre compagne passe son temps à vous tabasser, à vous voler, à vous violer, il arrive un moment où si vous continuez à rester avec ce dernier, c'est que vous aimez ça. Ou vous êtes sous son emprise. Il est temps de briser cette emprise et de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, en attendant d'arriver à un stade où on se contentera de notre propre solitude. Voilà ce que je peux dire en préambule. Et donc la mobilisation de demain aura lieu le 22 à 14h, 22 septembre à 14h, place de l'Indépendance. Les thématiques sont triples. Évidemment, mobilisation contre la trahison de la CEDEAO et de l'Union africaine vis-à-vis des intérêts du peuple. Deuxième thématique, mobilisation pour le départ définitif des forces françaises et des forces prédatrices qui veulent piller le Mali et l'Afrique. Et troisième partie, qui n'est pas la moins importante, anniversaire des 61 ans de prise de l'indépendance du Mali. Parce qu'on dit toujours que quand on va arriver à une destination qui vise la liberté, il faut regarder à quel moment cette liberté a au commencement pris son essence. Et cette date-là est plus que jamais vitale pour nous. Voilà la raison de notre mobilisation et de notre présence au Mali. Parallèlement à cela, il y a un programme, comme on le fait dans chaque pays, d'action sociale qui est mené et qui va s'étaler sur des divers jours pendant notre parcours ici, d'accord, de distribution de matériel multiple, que ce soit scolaire, médical, pour qu'on puisse être dans une démarche toujours de l'équilibre entre la lutte contre le néocolonialisme et la lutte pour la justice sociale, parce que ce sont les deux facettes d'une même pièce. Voilà ce que je pouvais dire en préambule de cette conférence de presse. Allez-y. Ok, merci bien. Voilà, je pense que la parole revient aux journalistes. Bien sûr. D'abord, je salue tout le monde, mes confrères. Je réponds à l'identité de Moussa Konati. Je suis un peu animé, ma voix. Tant que c'est pas le Covid, c'est bon. Non, c'est pas du tout ça, mais je veux faire l'effort. Journaliste du groupe Média Énergie, rédacteur en chef Radio Énergie et Énergie Digitale. Alors, nous savons que vous êtes un panafricain et les gens qui vous suivent aussi sont dans la même logique. Vous êtes venu ici pour porter soutien à au début du Sud de la Napa, qui demande le départ des troupes françaises plus de 8 ans. Et nous voyons ces derniers temps qu'avec les rumeurs, comme disent nos autorités de la République, que ce sont des rumeurs d'une société Wagner russe, qui est
mercenaires qui sont au Mali, 1000 mercenaires en vue de livrer le Mali. Pendant ce temps, nous avons vu que partout sur les médias français, on ne parle que de ça. Alors, vous étant de loin, comment vous avez pu observer cette actualité au Mali? Et vous êtes venu ici. Hier, Florence Paris, elle a quitté le Niger. Elle est venue ici, elle a fait une déclaration que la France ne partira pas. Alors, il y a 2 mois de cela, nous avons entendu que la France va progressivement retirer ses troupes. Qu'en est-il de ces 2 déclarations et de ce phénomène qui se tourne autour du Mali en ce qui concerne ce fameux Wagner? Vous savez, le gouvernement français est en train de vivre des heures difficiles. Des heures où ils se rendent compte qu'ils ne sont plus à l'heure, qu'ils arrivent à la date de péremption. Que ce soit avec l'Australie qui les boycotte pour aller vers d'autres pays, ou que ce soit un certain nombre de pays africains, la Centrafrique, et peut-être demain, plutôt qu'on ne le pense, le Mali, qui est en train de se tourner vers une démarche multipolaire plutôt que de rester dans un cadre monolithique de relations avec un partenaire historique qui a été plus dans un cadre de vassalisation que de coopération. Il faut comprendre que les populations africaines ne sont pas fermées au partenariat. Mais les populations africaines ne veulent plus, et je parle de la base des sociétés civiles et des populations de manière générale, ne veulent plus de vassalisation. Et le problème, c'est qu'avec la France, la coopération n'est pas possible. Si coopération il y a, c'est dans le cadre de la vassalisation. Et c'est la raison pour laquelle vous avez parlé de rumeurs. Bon, peut-être que j'en sais plus que vous ne le croyez, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que tout ce qui permettra aux nations africaines de sortir du cancer français, et quand je dis cancer français, je répète toujours parce que certains ignorants feignent, excusez-moi, certains ignorants feignent de nous présenter comme des anti-français, ce qui n'a aucun sens. Je suis né en France, je ne le renierai jamais, comme Malcolm est né aux États-Unis, comme Aimé Césaire ou Frantz Fanon sont nés en France, et ça ne les a pas empêchés d'être des anticolonialistes fondamentaux. Il arrive un moment où il faut qu'on prenne nos responsabilités. Si vous êtes dans un pays et que vous voyez les dirigeants de votre pays mal agir, contredire ces dirigeants qui agissent mal ne signifie pas que vous êtes contre le pays, ça veut dire que vous êtes contre la politique inepte de ces dirigeants. C'est dans cette dynamique-là que nous nous situons, dans un devoir d'humanité, d'ouverture, de fraternité. C'est l'orientation initiale du panafricanisme. C'est dans ce cadre-là que nous étions, c'est dans ce cadre